two, get down. Bonjour à toutes et à tous, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie pop. Paid the cost to be the boss. Paid the cost to be the boss. I paid the cost to be the boss. Chers amis, bienvenue à bord pour ce nouvel épisode de Thérapie Pop, l'émission qui décrypte pour vous la musique contemporaine des années 50 à demain. Nous sommes comme chaque semaine ravis de vous retrouver pour 26 minutes de culture musicale. Et pour mon plus grand plaisir, mais également pour le vôtre, c'est Gauthier qui nous prendra par la main aujourd'hui. Salut Gauthier. Salut mon bon Théo. Et tu as une idée sympathique Gauthier, puisque dans l'émission de ce jour, on ne va pas vous parler d'un album, mais de deux. Et puisque vous nous êtes sympathique vous aussi, encore d'autres albums. Mais quelle ligne directrice le génial Gauthier a-t-il adopté pour cette émission? Le même groupe? Même pas. Le même genre? Presque. La même nationalité et le même jour? Oh que oui. Parce qu'il y a 30 ans, et les cheveux qui quittent de plus en plus rapidement mon auguste crâne me le rappellent que oui, c'était bien il y a 30 ans, sortaient en l'espace de 24 heures 2 albums à la postérité différente mais à l'impact colossal à leur parution. On est en 1995, on est évidemment en Angleterre, et c'est d'Elastica et de Radiohead dont il va être question aujourd'hui. Mais manière de replacer les choses dans leur contexte, et parce qu'on va consacrer une émission entière à Oasis d'ici peu, on va se rappeler qu'avant 95, il y a eu 94, et que cette année avait également été plutôt qualitative en termes de sorties anglaises. On s'écoute Bad Head, sorti par Blur sur leur album Park Life. Just Us. Vous êtes bien sur Radio Présence.
Et vous écoutez Thérapie Pop. L'émission de ce jour se passe en Angleterre, on ne peut que l'entendre. Et ça se passe sur le mois de mars 95, le 13 plus précisément. Comme je vous le disais avant qu'on ne s'écoute un petit Blur des familles, avant 95, il y a eu 94, Gauthier. Et une année 94 qui replace l'Angleterre effectivement au centre de la carte de la pop mondiale. Il faut dire que l'année est assez invraisemblable. Petit florilège. En avril, Pup sort le fabuleux His and Her, je sais pas comment on prononce ça. En avril, mon cher Théo, tu l'as rappelé, Blur sortait Park Life, peut-être pour certains son meilleur album. Oasis sortait le chef-d'œuvre définitivement en août. Et Suède, Dogman Star, peut-être l'un de leurs meilleurs albums aussi également en octobre. Comprendre que l'Angleterre sort pépite sur pépite quasiment un tous les mois. Ouais, 94 était riche en sorties. On notera également dans un spectre un petit peu plus large les sorties de Unplugged, de Nirvana, du fantastique Smash, des Offspring. Oui, mais alors pas dans la même nationalité. Ah non. Et de Samedi soir sur la terre de Francis Cabrel. Ah oui, pas du tout la même 94, nationalité. Gauthier. Et oui, ça te rajeunit pas, effectivement. Mais revenons en 95 et à nos moutons bien anglais, ceux-ci. Et donc, Gauthier, qu'ont-ils de commun les deux albums dont tu voulais nous parler aujourd'hui ? Alors, ils sont tous les deux ici de la Britpop, même si, comme tu l'as dit très justement, Théo, ils sont théoriquement du même mouvement musical, mais on va voir, ça sonne pas tout à fait pareil. Alors il faut dire aussi, il faut enfoncer les portes ouvertes, la Britpop c'est une appellation, mais c'est une étiquette qui recouvre... Très générale. Très générique. Ouais. Un Oasis et un Blur, pour ne prendre que ces deux exemples, ont un son qui est quand même radicalement différent. Donc ils sont tous les deux attachés à cette appellation Britpop, à savoir ce renouveau de la musique anglaise, parce que c'est ça la Britpop en fait tout simplement. C'est un peu la marque commerciale sur ce renouveau. Et ce sont deux albums mythiques, on le verra, alors avec des destins un peu différents, qui sont tous les deux sortis le 13 mars 1995. Alors tu me le rappelais Théo hors antenne, selon certaines versions, l'album Elastica d'Elastica est sorti le 14 mars. Ouais. Bon, on sait pas, on n'y était pas. Voilà, tout ça s'est joué entre minuit et minuit 1 ou 11h59 on va dire. Et donc je vous l'ai dit, dans l'édito, c'est de Radiohead et d'Elastica dont on va parler aujourd'hui. Alors Radiohead je vois même très bien Gauthier. Est-ce que tu peux me rafraîchir un petit peu la mémoire sur Elastica ? Elastica c'est pas les plus connus et pourtant on verra qu'au moment de la sortie de leur album, ils sont les plus connus. Alors l'histoire est parfois un peu ingrate mais c'est ainsi. C'est un groupe anglais, bien évidemment, qui a été formé à Londres en 92 par la guitariste chanteuse Justine Frischmann et le batteur Justin Wolk. Ils n'ont pas fait exprès, mais c'est Justine et Justin. Après leur départ du groupe Suède, groupe dont on a parlé tout à l'heure, mais qui est considéré comme l'un des papes de la Britpop et qui avait fait scission à l'époque. T'as raison de le rappeler, pardon, je te coupe, parce qu'on l'avait déjà dit dans une thérapie précédente. Suède est considérée à bien des égards comme l'un des premiers groupes de Britpop, formé en 89, mais sortant un premier album en 93. Justine Frischmann, donc la guitariste chanteuse, a quitté le groupe en 91. C'est-à-dire qu'elle a même pas vu le premier album de Suède. Et je reviens à Elastica, Gauthier, ils se font rapidement connaître pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Alors pour de bonnes raisons, mon cher Théo, bien évidemment, c'est notamment les singles Stutter et Line Up qu'on s'écoutera juste après, qui vont avoir très bonne presse à l'époque, ils vont faire remarquer ce groupe. Et pour moins bonne, effectivement, la presse anglaise adore les histoires d'amour de Frischmann. Il faut dire qu'une rockeuse star féminin, il y en a peu dans la Britpop, et donc on s'intéresse beaucoup à elle, qui passe du chanteur de Suède à celui de Blur, donc Damon Albarn, donc ça amuse les tabloïds, et puis qui finira par embrasser toute autre chose, à savoir l'héroïne, donc pas top comme fin d'amour, mais voilà. Line Up, mon cher Théo, pour vous faire écouter justement ce qu'est capable de produire Elastica. Line-up, donc Théo, qu'on écoute en fond, qui ressemble vachement à Blur, mais... Ah, il y a un petit air. C'est pas Blur. Et justement, puisque tu parles de Blur, t'as un petit fun fact. Oui, Damon Albarn, qui est donc à l'époque le petit ami de notre chanteuse Frischmann, ce qui justifie peut-être cette
influence, et vous ne voyez pas les énormes guillemets que je mets, est crédité sur certaines chansons, notamment je crois au piano, au clavier, sous le nom de Dan Abnormal, à la place de Damon Albarn. Voilà, bon. Les facéties de notre cher Dalmon. Et Gauthier, est-ce que le terme de Britpop n'est pas un petit peu galvaudé? Est-ce que comme tu le suggérais il y a quelques instants, est-ce que c'est pas un peu galvaudé quand on parle d'Elastica? Britpop, ça veut dire comme... Pour moi, c'est Blur et Oasis, oui, la Britpop, tu vois. Alors non, parce que justement, il y a beaucoup d'autres groupes, il y a Pulp, il y a Suède, il y a beaucoup d'autres gars, on pourrait en passer d'autres, il y a même certains qui te font remonter ça jusqu'au Guns N' Roses, mais il y a Radiohead théoriquement, parce que historiquement, en fait, la Britpop n'est pas tant un style musical qu'encore une fois une sorte d'appellation commerciale. Une AOC. Voilà, pour tous ces groupes des années 90, milieu années 90, fin années 90, qui vont remettre l'Angleterre sur la carte, même si tu disais que outre-Atlantique, on se battait bien encore. Ouais. Et donc Elastica, c'est plutôt le punk rock. Eh bien oui, alors si on pourrait considérer qu'Oasis c'est les hymnes de rock, on va dire pour Stade, que Blur c'est l'éclectisme, que Suède c'est le glam, quoique, et bien l'Elastica, vous l'entendrez, effectivement ça plonge un peu dans les racines punk rock de la musique anglaise bien sûr, donc on parle de Gang of Four, Buzzcocks, Wire, avec notamment un album de 4 chansons emballé en moins de 40 minutes. 15 chansons 15 chansons en moins de 40 minutes. Du 4, pardon. Non, pardon, 15. Ouais. 4 en 40 minutes. Ouais, ça, on est plus sur du Björk. Ouais. On est sur du post-rock plus que du... Voilà. Donc on est vraiment sur des rythmes frénétiques très très punk. 15 chansons en 40 minutes, ça fait une moyenne de 2 minutes 30 par morceau. Ça bombarde. On sent bien le côté punk. Ça bombarde. Et niveau inspiration, je crois qu'ils sont pas allés trop loin, Gauthier. Oui, alors c'est effectivement inspiré du punk rock, peut-être un tout petit peu trop. Ils auront notamment 2 procès avec les chers Wire qui les feront tomber pour la chanson que vous entendez, Line Up, parce que non content de ressembler à du Blur, c'est aussi un énorme repompage d'une autre chanson qui est I Am The Fly, je crois, de Wire, tandis que la plus gros succès d'Elastica qu'on écoutera après, à savoir la chanson Connection, elle a volé le riff de la chanson Three Girl Rumba, là également de Wire. Et c'est pas les seuls, les Stranglers leur feront également un procès pour une autre chanson qu'ils ont pompée. Voilà, donc un album peut-être un peu trop inspiré, mon cher Théo, mais bon, on dira qu'ils ont pris à leur père des belles choses, je sais pas, je suppose. C'est dans les gènes. Et Elastica, quatuor essentiellement féminin, puisque seul Justin Welch représente la jante masculine, ne va pas se contenter du marché anglais, Gauthier, ils vont s'exporter. Oui, et c'est l'un des groupes de la Britpop qui s'exportera le mieux, là où par exemple notamment Suède restera très largement en Angleterre. Leur son un peu brut va coller avec le marché américain de l'époque, tu l'as dit très justement, Théo, on est à l'époque des Smashing Pumpkins, de Nirvana, des Pixies, donc les Américains aiment bien le rock grunge qui tâche, qui tabasse, et le son un peu brut de décoffrage d'Elastica va assez bien matcher, là où le glam par exemple de Suède fonctionnera pas trop, Blur un peu moins, Pulp pas du tout, enfin voilà. Je l'évoquais dans l'édito, la postérité de cet album éponyme est toute relative, toutefois lorsqu'il est sorti, Elastica a pulvérisé les ventes. Et c'est ça qui est assez amusant, c'est-à-dire qu'on se souvient beaucoup du deuxième groupe dont on va parler, Radiohead, et pas du tout d'Elastica, et pourtant quand ils sortent leur album, c'est première place des UK Charts à une époque où on envoie quand même quelques CD de qualité, devenant, excuse-moi, même à l'époque, l'album le plus vendu depuis Definitive Maybe d'Oasis, bien sûr, parce que quoi d'autre qu'un chef-d'œuvre, une sorte de crime de lèse-majesté, peut-être qu'on pourrait considérer d'avoir osé toucher à Oasis, et à la fin 95, il s'en était vendu 1 million d'exemplaires dans le monde, ce qui est énorme pour un album de rock, particulièrement pour un album de rock aussi, on va dire, inspiré punk, quoi. Donc, Elastica, dans les années 90, tout le monde connaissait, tout le monde écoutait. Maintenant, il y a à peu près tout le monde qui s'en fout. C'est vraiment pas ceux qu'on a retenus de la comment ça s'appelle, de la Britpop. On va se marquer une petite pause, on va s'écouter Connection, la 3e piste de cet album.
fade. Vous êtes bien sur Radio Présent, vous écoutez Thérapie Pop et aujourd'hui c'est jour de Britpop. On est le 13 mars 95 et sortent 2 albums à la postérité différente. On n'en est pas nécessairement conscient, Gauthier, mais la Britpop c'est aussi du marketing. Et puis il faut reconnaître que les groupes associés à ce mouvement, ils étaient prometteurs dès le début. Oui, c'est un peu la particularité de certains de ces groupes et même de la majeure partie de leurs représentants, c'est qu'ils avaient tendance à popper entre guillemets des premiers albums qui étaient souvent de très grande facture. Je renvoie à Suède, Elastica que vous entendez bien évidemment, Théo. Oasis, et ce qui n'est pas le cas de nos petits potes de maintenant, on va dire. Et justement, tu as une analyse que j'aime beaucoup sur le premier album de Radiohead, parce que oui, les amis, il est temps d'évoquer The Bends, le deuxième album de ce groupe pour le moins mythique. Mais avant The Bends, il y a eu Pablo Honey, Gauthier. Je te laisse nous livrer cette analyse. Alors, parce que, en fait, effectivement, Radiohead a plus un démarrage à la Blur, qui a également commencé à des albums. Peut-être que ces gars, on va dire, qui sont... Voilà, et qui sont peut-être des gros artistes, on va dire, enfin des gros expérimentateurs, ont besoin d'un tout petit peu plus de temps que les autres pour démarrer. Mais je cite le journaliste Phil Whitner qui disait Pablo Honey, donc le premier album de Radiohead, est attachant parce que nous savons maintenant que le groupe qu'il a fait deviendrait quelque chose d'extraordinaire, même 5 ans plus tard. Comprendre qu'en fait, si Pablo Honey avait été un just one hit, quoi, en fait, tout le monde n'aurait plus rien à foutre parce que il faut quand même le dire, et je sais Théo que pour toi, là encore, c'est un crime de lèse-majesté, mais Pablo Honey, c'est pas ouf. Ah ouais, mais c'est, tu vois, c'est tellement vrai pour moi aussi, parce que même quand j'entends Anyone Can Play Guitar ou encore Ripcord qui faisait partie donc de Pablo Honey, j'ai toujours un petit pincement au cœur. Ripcord, c'est peut-être la meilleure. Ouais, et Anyone Can Play Guitar, réécoute-la. Il est évident que si Pablo Honey avait été pondu par les Farfadus du Poitou, on l'aurait évidemment oublié depuis longtemps, mais il y a un morceau qui ressort de cet album, Gauthier, c'est le single que tout le monde connaît, c'est Creep, et c'est un morceau qui a failli enterrer Radiohead. Oui, parce que c'est ce qui justifie le fait que la position de Radiohead à l'époque était d'une extrême complexité. Un premier album, Pablo Honey, pas ouf, mais porté par un single qui avait été un raz-de-marée mondial et qui faisait qu'à peu près tout le monde voulait se mettre à la guitare pour draguer une meuf et lui chanter Creep. Et donc il va créer cette espèce de pression pour Radiohead qui est non seulement il faut pondre un CD, mais il faut également pondre des tubes parce que sinon on va pas arriver à passer, si tu veux, la suite de Creep qui était un tube et tout le monde attendait des tubes, quoi, en gros. Donc ça, c'est la première difficulté. Et la deuxième difficulté, c'est que malgré tout, Radiohead est porté par une ambition musicale extrêmement forte et donc il faut arriver à le faire tout en essayant de faire évoluer le style Radiohead. Ils arriveront, je spoil la fin d'ores et déjà, mais bien évidemment remarquablement à le faire, notamment avec des chansons comme Street Spirit. Rows of houses all bearing down on me. I can feel the hands touching me. Je te la laisse en fond, mon cher Théo. Je sais que on ne coupe pas Radiohead. Non, elle est pas gay, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Et du coup, la conception du deuxième album, The Bends, donc, dont on s'écoute Street Spirit, qui est la dernière piste, a été difficile, très difficile même, Gauthier. Mais quand on a du talent, rien n'est impossible. Et le résultat est à la hauteur des attentes. Radiohead livre un album au final fondateur, plus que Pablo Honey, parce que si la tournée asiatique qui précédait les 2 fameuses semaines, parce que c'est un album qui au final a été enregistré en 2 semaines, cette tournée a permis de choisir les morceaux qui composeraient l'album, il faut savoir que le producteur d'alors était John Leckie, et ce dernier s'est montré dur avec le groupe, notamment avec Thom Yorke, qui l'a littéralement enfermé pour qu'il sorte des chansons. Et le résultat est magnifique. Oui, le résultat est magnifique, Théo. Je serais assez critique, moi, pour l'album. Tu vas nuancer. Oui, en fait, bien évidemment, quand on entend ça, quand on écoute High and Dry, quand on écoute, comment elle s'appelle Fake Plastic Trees. Fake Plastic Trees, qui est peut-être quasiment l'une des plus belles chansons de Radiohead, enfin un truc qui est extraordinaire à la guitare.
individuellement, ce sont des chansons exceptionnelles et qui vont poser entre guillemets les bases de Radiohead. T'as des embardés de guitare à la Johnny Greenwood qui prend. Alors sur Ripcord, il est extraordinaire, Johnny Greenwood, mais là on passe encore un stade. Et tu as à côté aussi ce Tom York qui arrive à poser sa voix mieux que sur Pablo Honey et qui pose ses mélodies. Voilà. Mais l'album en tant que tel, moi je l'ai jamais tellement aimé parce qu'en fait il est épouvantablement schizophrénique. Tu as des grands passages de ballades très douces comme Street Spirit, comme Freak Plastic Tree, comme Ian Dry, etc., etc. Et t'as des moments où ça bombarde. Je pense à Bones, je pense à Just, à The Bands. Et je sais pas dans quel Black Star aussi. Black Star. Parfois. Ouais. Et en fait, quand t'écoutes l'album en entier, tu te prends des claques, puis après on te fait un câlin, on te remet une claque. Enfin, c'est un peu SM comme expérience. Et alors, pris individuellement, c'est très beau, mais voilà, ça c'est un peu compliqué. Et je sais pas dans quelle mesure. Alors, tu as parlé d'une gestation qui était effectivement extrêmement compliquée. Et je sais pas aussi si dans le besoin de sortir un tube qui notamment ressemblerait à Creep, ils se sont pas aussi sentis obligés d'envoyer parfois de la guitare parce que Creep, ça bombardait aussi quand même doucement, quoi. Et c'est vrai que grâce à The Bands, au contraire de Pablo Honey d'ailleurs, on sent le génie qui commence à sortir de la lanterne Radiohead et qu'on découvrira en 97 avec OK Computer. Cet album a d'autres bénéfices, à commencer par la rencontre de l'assistant de John Leckie, un dénommé Nigel Godrich. Oui, qui accompagnera Radiohead. Voilà, qui va révolutionner par la suite le son de Radiohead, jusqu'à être considéré comme le 6e membre du groupe. Mais il n'y a pas que ça, Gauthier. Non, ça va permettre à Radiohead aussi de passer d'un indie one hit wonder, entre guillemets, c'est-à-dire des mecs qui font un méga single qui se vend partout et puis dont on n'entend plus jamais parler, à l'un des premiers groupes de rock britannique comme étant le plus influent, le plus intéressant et celui dont on attendrait tous le prochain album qui allait être là pour la peine absolument monstrueux, à savoir avec Computer. Et pas du tout schizophrénique, mieux tenu. Merci Nigel Godrich peut-être d'ailleurs de bord. Ah tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que donc dans les années après, au niveau de la Britpop, sur la fin des années 90, on n'a plus grand-chose. Alors c'est marrant parce que d'une certaine façon on pourrait même considérer que The Bands effectivement enterre la Britpop en ce que des groupes comme Oasis, Blur, Pulp, etc. vont assez rapidement... Ouais. Pulp en octobre sort Different Class. Oui, la même année. Ouais. Mais c'est... Non, mais t'en as encore, parce qu'Oasis continue un peu sa carrière après de bons albums, oui, tu as raison. Mais beaucoup de groupes derrière arrêteront. On peut les citer. Encore une fois, Suède, on va sortir complètement du rail. Oasis va se croûter dans des violons et dans des stades un peu trop pleins. Blur va être très largement sur courant alternatif. Quant à Elastica, on l'a dit, plus personne ne s'en souvient. Ouais. Je pourrais vous en citer d'autres. Munson, qui est un super groupe, Super Fury Animals, qui est un super groupe, Lush, qui est un groupe aussi hyper intéressant, dont on ne parle même pas là, mais qui étaient des super groupes de Britpop. Absolument personne, on va dire, n'a suivi Radiohead, qui lui a continué une carrière qui grossissait, et en ce sens on pourrait presque considérer qu'ils sont tout à la fois le dernier groupe de Britpop et peut-être le premier groupe du suite de la suite de la post-Britpop. De la post-Britpop, effectivement. Et je dois t'avouer qu'en effet ça fait bien longtemps que j'ai pas entendu parler des derniers groupes que tu as cités, et comme tu le dis, comme tu le pressens, en tout cas je suis pas le seul, mais ce qui est formidable, Gauthier, c'est l'influence à la qualité toute relative qu'a eu cet album sur la néo-Britpop. Et c'est pour ça que si tu veux, je préfère sans faux OK Computer. Pour moi la carrière de Radiohead ça démarre à OK Computer, parce que effectivement ces espèces de balades qui sont très très belles, on va jamais nier la capacité qu'a Johnny Greenwood, à Tom York et Johnny Greenwood à composer des balades inouïes, mais le problème c'est que les gars qui se sont revendiqués de The Bands, je vous les cite, c'est Keane, Coldplay, James Blunt, Snow Patrol, Travis, enfin que des gens qui ont fait de la musique anglaise des années fin 99, début 2000, c'est-à-dire des gens qui ont été inspirés par The Bands et qui se sont mis là, ça a été épouvantable, et c'est quasiment que des gars à balade à la con, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Là où Radiohead, lui, très rapidement, et dès l'album suivant, est devenu un groupe éminemment expérimental, intelligent. Enfin, bon. Et on ne parle même pas de Kid A et Amnesiac, sortis respectivement en 2000 et 2001, je crois. Ils ont quasiment inventé un mouvement musical après. Donc, Chers amis, cette émission touche à sa fin. On va se quitter en s'écoutant l'une des pépites de The Bands, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, mais il fallait en choisir une, et donc ce sera Fake Plastic Trees. C'est même l'une des plus belles balades de Radiohead, je pense, là. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Elle est exceptionnelle. Et je vous encourage à aller voir le clip, soit dit en passant. Je vous rappelle que cette émission est à retrouver sur le site de Radio Présence, mais également sur toutes les plateformes de podcast disponibles. On se retrouve la semaine prochaine. Une très belle semaine à vous, une très belle semaine à toi, Gauthier. À lundi. Salut Théo. The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant. And a fake plastic girl that she bought from a rubber man in a town full of rubber plants to get
that wears me out. And if I could be who you wanted, if I could be who